Bon matin à tous, Éric Sabat, cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher. Donc toujours, on est le 6 mai, toujours en isolement de ma famille suite à la garde et attitré à la télémédecine aujourd'hui, donc des dossiers à contacter, des patients à appeler. C'est une nouvelle réalité, mais ça me donne le temps en même temps de faire des capsules et de discuter avec vous. J'en reviens pas du nombre d'échanges que vous m'avez transmis. D'abord, tout l'amour que vous avez transmis dans vos paroles, j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Je le fais simplement, pas pour rechercher des, euh, des témoignages d'amitié et de remerciements, mais simplement parce que j'ai toujours fait des conférences pour les médecins généralistes depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours aimé faire ça. Et puis là, je m'adresse à la population, c'est pour la première fois dans le contexte actuel, puisque les conférences se font moins souvent. Puis je me suis dit pourquoi pas aller parler à la population et je vois que le besoin est énorme. Euh, En fait, selon tout le feedback que j'ai reçu, curieusement, il y a beaucoup de frustration envers le matériel, les renseignements qui vous sont transmis, soit par les médias, soit par les gouvernements, comme si il manque de compréhension. C'est vrai que dans ce combat contre ce virus qui est nouveau, on va dire, c'est un virus tout récent, il y a beaucoup de choses que la médecine ne sait pas et forcément, quand on entrevue des médecins quelques minutes, ça aboutit toujours avec on ne sait pas, on ne sait pas. Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je connais les intervenants, ce sont des sommités dans leur domaine et ils disent tout à fait vrai quand ils répondent on ne sait pas. Alors je me suis dit que bon, toutes ces on ne sait pas entraînent un sentiment d'angoisse comme si on ne savait rien du tout, mais c'est pas vrai. On en sait quand même beaucoup. On a appris beaucoup de choses en 3 mois. On a changé la manière de voir la maladie. Et en fait, je voulais prendre les prochaines minutes, et je pense que ça va être ma capsule la plus importante, pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'on sait d'un virus en général et de l'attaque de ce virus, et où s'arrête notre connaissance. Et peut-être qu'avec cela, vous serez peut-être un peu moins angoissé en pensant que la médecine ne sait rien. Alors, tout d'abord, un virus respiratoire, tel qu'est celui-ci, va pénétrer le corps par le nez, la bouche et les yeux. Alors, les yeux, vous allez me dire les yeux, oui, les yeux absolument. Si vous mettez des gouttes dans les yeux, vous allez tout de suite ressentir le liquide dans le fond de la gorge. Donc, il y a une communication. Le canal qui draine les yeux va dans la gorge directement. Et le virus, bien entendu, c'est un passage direct dans les voies respiratoires. Donc, ce sont les 3 points d'entrée d'un virus respiratoire en général, incluant le virus actuel. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand un virus pénètre dans le corps? Eh bien, la première chose qu'il attaque, bien sûr, c'est les alvéoles des poumons. Hein, on a bien sûr, on a des cils dans le nez qui l'empêchent de progresser, mais malgré tout, rapidement, ça se rend au fond de la gorge, il peut y avoir des maux de gorge, et ensuite ça descend dans les poumons. Et typiquement, les virus respiratoires vont faire tousser, vont donner de l'essoufflement, vont faire cracher, puis affecter principalement les poumons. Et c'est ce qu'on a vu avec le SARS il y a une dizaine d'années. Quand ça se rendait au niveau des alvéoles, l'inflammation était tellement forte que les alvéoles se noyaient, puis les gens ils s'étouffaient. Et c'était principalement un virus avec une présentation pulmonaire très aiguë. Le virus actuel est plus sournois. C'est les mêmes points de pénétration, bien entendu. Donc, ça ne pénètre pas à travers la peau, ça ne pénètre pas ailleurs. Si vous protégez les yeux, le nez et la bouche, euh, bon, la difficulté, c'est de savoir comment se protéger d'un virus qui est microscopique. Est-ce que c'est vraiment étanche ou non? Mais ce n'est pas un virus qui se promène dans l'air longtemps. Hein. C'est un virus qui est propulsé par la respiration, par la parole, dans des petites gouttelettes. Et ces gouttelettes, dépendamment si vous êtes dans une pièce fermée, bien sûr, elles vont rester en suspension quelques heures, mais elles vont toujours finir au sol ou sur les tablettes, etc. Et comme vous le savez, ça peut durer 24-48 heures sur différentes surfaces.
Bref, il faut quand même ramasser ce virus. Quand il est sur des surfaces, le ramasser avec la main et porter la main au visage pour que ça touche les yeux, le nez ou la bouche. Alors, donc, ça, c'est la pénétration du virus. Je pense que tout le monde est d'accord et tout le monde la comprend. Une fois que le virus pénètre, il faut comprendre qu'il y a deux phénomènes qui se passent dans notre corps. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Le virus lui-même va pénétrer et occasionner une réaction d'inflammation. Donc, le virus peut pénétrer dans les cellules et les détruire, mais également la réaction qu'il provoque, l'inflammation que notre organisme a pour contrebalancer, ben c'est une réaction qui est également un peu destructrice. De la même manière que quand on va en guerre, qu'on a démoli une ville, ben on ne sait plus qu'est-ce que nous avons démoli et qu'est-ce que l'ennemi a démoli. Ben, en réalité, la ville a été démolie par cette guerre. Alors, c'est le même principe. La réaction inflammatoire qu'il déclenche, qui vient de notre organisme, qui vient de nos vaisseaux, comme je vous expliquais, ben, cette réaction est également destructrice, oui, envers le virus, mais également envers nos tissus et envers nos vaisseaux sanguins. Alors, ça, c'est les deux volets pour comprendre un petit peu. Et ce n'est pas juste ce virus. En général, c'est comme ça que ça se passe. Quand un virus est là et qu'il est assez virulent, il entraîne une réaction inflammatoire et la réaction inflammatoire arrive à se débarrasser du virus. Et à partir du moment où le virus est parti, la réaction inflammatoire peut poursuivre pour diminuer graduellement. Mais pendant le temps qu'elle poursuit, on peut voir apparaître d'autres manifestations de problèmes de santé qui sont dus à notre réaction inflammatoire qui a été déclenchée. Alors ça, c'est important de comprendre cette nuance. Alors, dans le cas actuel, le virus pénètre, il va dans les alvéoles. Oui, il peut inflammer les alvéoles directement, comme le virus du SRAS, et occasionner de l'édème et des pneumonies, ça c'est clair. Mais il a la particularité de pénétrer rapidement dans les vaisseaux sanguins. Et en rentrant dans les vaisseaux sanguins, bon, premièrement, on a identifié euh, par quelle porte d'entrée il rentre dans les vaisseaux. Donc ça, c'est majeur. C'est important de savoir comment un virus pénètre dans un vaisseau parce que si on arrive à fermer cette porte par un anticorps qu'on va fabriquer, ben, ça peut finir là. Ça peut finir là. On n'aura peut-être pas besoin de vaccins, pas besoin d'autres médicaments, mais si on trouve dans la recherche actuelle qui se fait un anticorps qui bloque la porte d'entrée du virus, ben, la destruction des cellules ne se fera pas par ce virus. Alors ça, c'est important, on a identifié, donc on sait ça. Alors, il rentre dans les cellules, il va se répliquer dans les cellules, et puis il va détruire la cellule, et puis il va sortir de là une multitude de virions, et il va de cellule en cellule en infectant et en détruisant les cellules. Donc, c'est le principe de l'attaque du virus lui-même. Il peut donc pénétrer tout de suite des poumons vers les vaisseaux sanguins, des vaisseaux sanguins se rendre au niveau du cœur, il peut pénétrer dans le muscle du cœur et entraîner une destruction du muscle, et de fil en aiguille, il peut se propager et entraîner des atteintes de différents organes. Mais ça, c'est le virus lui-même. Mais vous savez donc, comme j'ai dit, qu'il y a une réaction inflammatoire qui est déclenchée également. Et cette inflammation peut être plus ou moins forte et plus ou moins efficace contre le virus. Alors, curieusement, dans cette maladie, la réaction inflammatoire est très variable d'une personne à une autre. Et ce n'est qu'un petit pourcentage de la population qui a une réaction inflammatoire totalement désastreuse, comme si c'était une guerre nucléaire qu'il fallait combattre ce virus nouveau qui n'est pas reconnu du tout. Donc, ce petit pourcentage de gens vont avoir une réaction de leur corps qui va être pire que l'attaque du virus elle-même. Et c'est ce qu'on va appeler la tempête cytokine qui apparaît à peu près 7 à 10 jours après l'infection initiale et qui aboutit aux patients qui sont aux soins intensifs les plus malades. Probablement moins de 1% de tous les gens qui sont infectés. Alors, et c'est donc les gens les plus malades qui, en grande partie, sont rendus là à cause de leur propre réaction inflammatoire exagérée et incontrôlée.
C'est comme si on envoyait une armée en guerre et que là, ils n'obéissaient plus aux instructions, puis ils démolissaient tout ce qu'ils voyaient sur le passage. Bon, alors, ça, donc, pour ce qui est de l'attaque du virus initial, ce virus, pour la plupart des gens, on est capable de s'en débarrasser sans grande difficulté et sans entraîner de grands dommages. Et il y a des gens qui sont totalement asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme. Il y a des gens qui ont la maladie légère. Et ça, c'est vraiment la très, très, très grande majorité des patients de ce qu'on est en train de découvrir. Plein sont asymptomatiques. Comme il y a presque 40 fois plus de gens asymptomatiques que de gens symptomatiques, pour vous donner une idée. Alors, donc ça, ce virus, on arrive quand même à se débarrasser pour la majorité des gens. Et puis, pour la réaction immunitaire, on va y revenir. Cette réaction, elle naît dans les vaisseaux sanguins. Donc, dès que le virus pénètre le vaisseau sanguin, il ne faut pas imaginer que c'est un tube là, inerte où le sang passe. Pas du tout. C'est vivant et c'est plein de substances dans les parois des vaisseaux qui nous permettent à faire toutes sortes de choses. Donc, dès qu'un élément étranger circule dans la circulation, des vaisseaux, il est reconnu, il y a une sortie de cellules qui attaquent cet élément et qui provoquent l'inflammation. Il y a également plein de substances qui favorisent la coagulation dans les parois du vaisseau. Si le vaisseau se blesse, se lèse et commence à saigner, dans les parois, tout de suite, il sort ces substances qui favorisent la coagulation et qui aident à coaguler convenablement. Ce virus est capable de provoquer des choses que d'autres virus respiratoires ne faisaient pas. Donc oui, il provoque une réaction d'inflammation comme les autres virus. Il la provoque parfois de façon très exagérée. Ça, on ne le voit pas avec la majorité des autres virus, mais on les voit avec les virus les plus toxiques. Mais il provoque également une réaction de coagulation qui, à ma connaissance, n'était pas vue préalablement avec des virus respiratoires. Ça veut dire que non seulement le vaisseau libère de la destruction inflammatoire vers le virus, mais il libère aussi des agents de coagulation qui entraînent des caillots dans la circulation. Et alors, la réaction inflammatoire exagérée et les caillots que nous fabriquons, c'est ça qui nous rend le plus malade. Les caillots, comme la réaction d'inflammation dans les vaisseaux, va aller toucher beaucoup d'organes. Cœur, cerveau, intestin, rein, foie. Mais comme je vous l'explique, c'est pour une minorité de patients. Mais cette minorité de patients, elle est difficile à prédire. On a des données qui nous disent que les patients les plus à risque sont ceux qui ont déjà de l'inflammation dans les vaisseaux de manière habituelle. Donc, ceux qui fument, ceux qui sont obèses, diabétiques, c'est ceux-là qui sortent le plus comme étant à risque de faire ce genre de réaction d'inflammation et de coagulation totalement désordonnée et d'entraîner des dangers pour la vie avec ce virus. Alors, ce sont les patients qu'on a pensé être les plus à risque. Mais il va y avoir toujours des exceptions et des gens qu'on ne comprend pas. Et pour une raison X, c'est une loterie. Il y a quelqu'un qui peut être mince, en forme, jeune et avoir une réaction aussi forte et être malade. Et là, c'est un long combat aux soins intensifs jusqu'à ce que l'immunité est contrôlée, jusqu'à ce que la coagulation diminue. Le virus, lui, il est probablement passé depuis un certain temps, mais ce long combat, c'est le combat contre nos propres agents qui nous attaquent. Alors, une fois qu'on comprend un peu ça, arrive la question de la maladie de Kawasaki chez les enfants. Cette maladie est rare. Elle est rare, elle affecte des jeunes enfants, généralement en bas de 5 ans, et c'est une inflammation des vaisseaux sanguins. Alors, cette inflammation des vaisseaux sanguins peut affecter généralement les vaisseaux de la peau, et il apparaît des raches, peut affecter typiquement les vaisseaux du cœur, et ça peut guérir, mais à l'âge adulte, laisser des conséquences sur ces vaisseaux du cœur-là, et ils sont plus à risque de faire des caillots plus tard. Ça peut affecter des vaisseaux un peu généralisés, et ça se présente de plusieurs manières différentes. Mais typiquement, c'est une maladie qui va apparaître suite à une attaque virale.
Donc, quand je dis suite à une attaque virale, c'est pas le virus lui-même qui provoque la maladie, mais c'est certainement notre réaction immunitaire qui va déclencher cette inflammation dans les vaisseaux et qui va se présenter comme ça chez les jeunes enfants. On n'en a pas vu beaucoup du tout là, mais par contre, quand on a un virus qui attaque un très grand nombre de la population en peu de temps, tout d'un coup, on voit 30 cas de Kawasaki arriver en une période d'un mois. On se pose des questions. Bon, alors la question, elle est simple. Est-ce que c'est tout à fait normal d'avoir 30 cas en peu de temps parce qu'on a eu plein d'enfants infectés, des centaines de milliers en peu de temps. Donc, la proportion est gardée, la proportion est toujours la même, mais on les voit plus vite et c'est ça qui arrive. Ou est-ce que la COVID-19, qui est tout d'un coup une maladie qui peut ressembler de près ou de loin à un Kawasaki. Est-ce que la COVID-19 est vraiment un virus qui peut provoquer plus souvent le Kawasaki que les autres virus qu'on connaît? Et ça, c'est ça qu'on ne sait pas encore. On ne le sait pas encore parce qu'on ne sait pas il y a combien d'enfants infectés présentement et qui n'ont absolument rien eu. Si on savait ça, on pourrait calculer le pourcentage et dire, ah ben, finalement, c'est aussi rare que pour tout autre virus. Cette réaction de Kawasaki, elle arrive dans un enfant sur 1000 ou un enfant sur 3000, 5000. Ça peut se vérifier. Et c'est pareil que pour les autres virus, où il peut s'avérer que, ben non, le COVID-19 ayant la capacité d'aller entraîner plus d'inflammation dans les vaisseaux et ces phénomènes thromboemboliques, est-ce que c'est possible que le COVID-19 donne plus de Kawasaki aux enfants que les autres virus qui passent habituellement? Et ça, c'est là qu'on ne peut pas répondre actuellement et c'est en surveillance. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on le voit que la très, 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 très grande majorité des enfants guérissent bien de cette maladie sans séquelles, mais il va y avoir une minorité qui, malheureusement, vont être hospitalisés et malheureusement pourront avoir des séquelles et possiblement de rares décès. Quand on est en pandémie et qu'on infecte tellement de monde en même temps, on voit de tout. Alors voilà un petit peu, je voulais vous résumer le volet cardiovasculaire. Spécifiquement en ce qui me concerne, le côté cardiovasculaire, il y a les deux possibilités existent. Le virus lui-même peut se promener dans les vaisseaux et aller pénétrer le cœur et entraîner de l'inflammation de l'enveloppe du cœur, qu'on appelle la péricardite, qui donne des douleurs en inspirant, des douleurs qui empêchent de prendre des respirations profondes. Et s'il se promène plus profondément dans le muscle du cœur, il va entraîner une myocardite et détruire les muscles du cœur. Et ça, c'est pas propre à ce virus. Tous les virus, même le virus du rhume, peuvent faire ça. Mais encore là, ce sont des complications rares de ces maladies-là. Et les myocardites peuvent être légères et l'atteinte cardiaque légère est passée. Ça passe tout seul. Mais les myocardites peuvent être, dans certains cas, fulminantes et détruire le cœur en 24 heures et aboutir en cœur mécanique et en transplantation. Alors, mais ça, on l'a vu avec d'autres virus et il n'y a aucun indice actuellement que ce virus va occasionner plus ça que d'autres virus. Ce qu'on n'a pas vu auparavant, c'est des infarctus, des blocages dans les artères du cœur dus à un virus. Ça, c'est totalement inhabituel et c'est vraiment ce virus-là qui nous fait démontrer un phénomène de coagulation excessive qui entraîne des infarctus. Et ça, c'est un tableau complexe. Donc, quand on voit sur l'électrocardiogramme actuellement les atteintes d'un muscle cardiaque qui souffre, ça aurait été facile dans d'autres contextes de présumer, dans le contexte d'un virus, ça doit être une myocardite, une atteinte du muscle cardiaque par le virus. On va laisser passer, ça va guérir. Là, on est obligé souvent d'aller voir dans les artères du cœur s'il ne s'est pas fait un caillot qu'on doit débloquer parce que ce virus a cette capacité-là. Alors, voilà, ça recouvre un peu le message que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'apprécie votre feedback. J'apprécie surtout que vous partagiez l'information sur Facebook, mais également si vous pouvez vous abonner sur ma page
YouTube pour les prochaines vidéos. Comme ça, vous pourrez les retrouver tout au même endroit. Ça serait fort apprécié. Merci, passez une bonne journée. À la prochaine.